La pédagogie coopérative, qu'est-ce que c'est? Bon. Les deux faces d'une définition. On va proposer deux faces de définition, deux faces dans le sens de deux faces d'une pièce de monnaie qu'on ne peut pas séparer. Donc, ils sont indissociables. Une face éthique qui va déboucher, qui implique donc une finalité sociétale, politique. C'est-à-dire que derrière la pédagogie coopérative singulier, il y aurait une finalité vraiment sociétale, politique, c'est-à-dire une certaine conception de la société, un thème à la mode aujourd'hui d'ailleurs, et puis la face praxéologique, ce mot un peu savant, existe depuis très longtemps, Lespinasse, Guillermo, Marcel Mauss, la face praxéologique qu'on va trouver dans la deuxième partie de cet exposé, un peu trop didactique, mais nécessaire, qui consisterait à, il renvoie à l'idée de parcourir en coopération, non pas tellement discourir sur la coopération, faire des grandes phrases sur la coopération, mais parcourir en coopération, voire sans le dire. Alors, je continue à explorer ces deux faces d'une définition. Donc, on a affaire, finalement, on devrait avoir affaire à une pédagogie que j'appellerais conçue par des auteurs, par un certain nombre de grands auteurs, des philosophes, des moralistes, des pédagogues. Et puis, nous avons aussi une méthode éducative vécue essentiellement par des acteurs, ces acteurs étant des professionnels, des formateurs, des enseignants, donc la corporation des formateurs, etc. Corporation diversifiée. Et on a aussi parmi les acteurs, ça c'est un postulat de l'approche pédagogique coopérative, les élèves, les apprenants, enfin, bon, quelle que soit l'appellation qu'on lui donne. Alors, les deux faces d'une définition, donc on va trouver d'abord une philosophie d'éducation, un projet éducatif qui va s'inscrire dans la visée, j'allais presque dire dans l'utopie, d'un projet de société démocratique, solidaire et équitable. Si vous voulez, s'il fallait trouver une définition correspondant à cette première face, on pourrait lui donner celle-là provisoirement. Elle n'est pas arrêtée, elle n'est pas fixée. Mais vous voyez bien qu'il y a des mots-clés: démocratie, solidarité, équité, justice sociale aussi, ou égalité des chances. Ben là, on peut ramener toute une série de mots. Bon. Et alors, comment? Eh bien, en opérant la greffe du coopératif sur l'éducatif, c'est tout ce parcours que j'ai évoqué déjà qu'on va essayer de repérer. L'expression de la greffe du coopératif sur l'éducatif est empruntée à Henri Desroches. En faisant vivre la coopération à l'école, le verbe vivre n'est pas donné au hasard. Il s'agit d'organiser une vie coopérative, même sans le dire. Il s'agit de la vie. Troisièmement, en assurant quand même, volontairement, systématiquement, la promotion de ce qu'on pourrait appeler l'éducation coopérative. Là, on pourrait citer des choses célèbres. Marcel Mermoz, qui était un promoteur de l'autogestion dans une coopérative qui s'appelait Le Bélier, qui se trouvait à Valence, après la Deuxième Guerre mondiale. Il s'est présenté d'ailleurs contre, c'était Marcel Barbus, son collègue, qui s'était présenté contre le général de Gaulle, l'élection. Bon, il disait l'autogestion, c'est pas de la tarte. La coopération, c'est pas de la tarte non plus. Donc, les premiers inventeurs des coopératives de la coopération, au début du siècle,
ont bien vu qu'il fallait introduire une certaine dose d'éducation. On va retrouver ça tout à l'heure. Il fallait éduquer les coopérateurs. La tendance naturelle d'un sociétaire, c'est l'égoïsme, c'est le chacun pour soi, c'est de profiter du système, c'est de jouer le rôle d'un passager clandestin dans une coopérative, dans toute organisation collective. La tendance naturelle, ce n'est pas la coopération, la mutualisation. Il faut avoir conscience de ça au départ. Donc, assurer la promotion de l'éducation coopérative à tous les étages de la société et tout au long de la vie. Alors, entrons un peu maintenant dans l'exploration de la face éthique. Origine et filiation. Donc, là, j'allais dire, j'ai balancé. Je ne balançais pas dans le sens policier du terme. Je lance un certain nombre de noms de maîtres avancés et de maîtres d'œuvre. Pas par hasard, j'ai mis deux expressions. La plupart des auteurs sont aussi des acteurs. C'est ça que je veux souligner. Tous les grands auteurs que je vais signaler ont tous expérimenté, parfois à leurs dépens, dans la douleur, comment dirais-je, des techniques coopératives. Comment faire vivre la coopération dans un groupe en formation, dans un groupe scolaire. Bon, ils ont été accès au groupe scolaire, des enfants. Et donc, ils sont à la fois des maîtres à penser, mais aussi des maîtres d'œuvre. Voilà, c'est ça que je voulais mettre en avant. De Socrate, alors c'est un raccourci saisissant, parce que j'aurais pu citer Rousseau, j'aurais pu citer Condorcet. L'idée de l'apprentissage tout au long de la vie, de la culture tout au long de la vie, c'est de Condorcet. J'aurais cité bien d'autres encore. Mais j'ai retenu Nicolas Grundtvig, parce que Nicolas Grundtvig, dans la période que vous êtes indiquée, là, donc fin 18e et puis une grande partie du 19e, un Danois qui a beaucoup influencé le système éducatif, en tout cas les innovateurs du système éducatif en Allemagne et en Grande-Bretagne. Il y a une dizaine d'années, j'étais allé faire un pèlerinage au Cooperative College de Manchester, là où a été inventée la première coopérative de consommation dans les années 1840, quoique les Lyonnais ne sont pas d'accord là-dessus. Ils disent que c'est Michel Dorion qui a inventé la coopérative de consommation dans les années 1830. Donc ce serait les Lyonnais qui auraient tiré les premiers, pas les Anglais, mais enfin, je referme la parenthèse. Mais donc j'étais allé voir cette célèbre coopérative de Manchester, par conséquent, pourquoi je parlais de ça, je ne sais plus, la coopérative, c'est à propos de mon nez, oui. Et le respirateur, c'est pas freiné, bien qu'ils aient organisé quand même plusieurs stages et plusieurs colloques sur la pédagogie freinée, mais c'était essentiellement Grundtvig. Il y a une grande parenté de pensée, en tout cas, entre Grundtvig et puis on pourrait appeler l'école Freinet. Alors, après, je cite évidemment l'Académie Profit, qui a été le prédécesseur de Célestin Freinet. Vous voyez également au fin du 19e et une grande partie du 20e siècle. Je signale que notamment Célestin Freinet s'est inspiré de notre maître à penser, si je puis dire, et maître d'œuvre, très connu dans ces milieux-là, c'est Makarenko. Makarenko, ça s'écrit M-A-K-A-R-E-N-K-O. Makarenko. Dans les années 1930, au moment où Célestin Freinet était quand même encore un militant du Parti communiste. Et donc, c'est tout naturellement qu'il avait rencontré lors d'un voyage Makarenko, donc à l'URSS à l'époque. Bon, je cite également Paulo Freire et sa pédagogie de la libération. Je cite Ivan Illich, Une société sans école. Je me souviens, Ivan Illich était venu à Aix faire un exposé sur une société sans école. Un livre très provocateur d'une société sans école. Parler de ça devant des pédagogues et des enseignants, il faut être gonflé. Bon. Et alors, bon, il était au courant, évidemment, de l'organisation de la formation continue tout au long de la vie, etc. Alors, il s'était tourné vers moi et il m'avait dit Boris, comment vous appelez l'éducation, tu sais,
l'éducation interminable, je crois. Non, c'est l'éducation permanente. Ah oui, excuse-moi, je me suis trompé. Bon, voilà. Carl Rogers, Liberté pour apprendre, que je citerai à nouveau tout à l'heure, et qui a élaboré un certain nombre de principes, 10 principes de félicitation pour l'apprentissage des étudiants, vu en psychologie sociale, bien entendu, mais je les ai, ces 10 principes, que si ça vous intéresse, on pourra vous les sortir tout à l'heure. Voilà. Alors, il y a aussi tout ce grand courant des mouvements de l'éducation populaire. Pas oublier, là, c'était une série de gens qui ont réfléchi là-dessus, qui la plupart du temps d'ailleurs étaient en relation avec l'école moderne, avec les mouvements de Freinet, etc. Et puis, je cite également l'UNESCO, parce qu'il y a une déclaration célèbre en Nairobi en 1976, on pourra vous la sortir éventuellement tout à l'heure, hein. Pour l'instant je la laisse de côté. Et puis, je cite ensuite des noms qui sont empruntés non pas des pédagogues, non pas des praticiens de l'enseignement ou de la formation, mais qui sont empruntés au monde de l'entreprise, à ceux qui ont inventé les coopératives, qui ont promu la coopération entrepreneuriale, c'est-à-dire Charles Gide, Gérard Fauquet, et puis Henri Desroches lui-même, que le premier collège coopératif à Paris, dans les années, fin des années 50, a été bâti avec la Fédération des coopératives de consommation. Un des objectifs, c'était la formation des coopérateurs. Donc, la question pendante est comment le modèle coopératif qui s'est développé dans l'entreprise a pu migrer, a pu passer vers la coopération à l'école. Bon, je vais vous présenter la table tout à l'heure. On a essayé de voir comment s'était opérée la déclinaison des principes coopératifs dans l'entreprise, dans la déclinaison des principes coopératifs d'une pédagogie.